Ce n'est pas la première fois que je reçois Sophie Hein dans le cadre de cette chaîne. Effectivement, j'ai eu l'occasion de l'interroger précédemment sur un de ses livres de sciences politiques, un essai plus exactement, et l'an dernier sur son premier roman qui s'intitulait « Un chapeau rose ». Aujourd'hui, alors, ce sera le sujet de notre discussion, on va voir si son nouveau roman s'inscrit ou pas dans la ligne du précédent. Cet ouvrage, je vous le montre tout de suite, s'intitule « Ambigu », a été publié comme le précédent chez Édilivre récemment. Et a pour thème central celui d'une métamorphose. Je ne vais pas, et j'ai convenu avec Sophie ici présente, de ne pas dévoiler le contenu du roman, parce que ce serait évidemment ne pas attirer les lecteurs et les lectrices potentielles à le lire, ça c'est clair, mais il faut quand même signaler que ce roman s'inscrit dans une longue tradition qui remonte à l'Antiquité. Pensons au célèbre recueil d'Ovide, intitulé Les Métamorphoses, pensons au roman très célèbre de Kafka, La Métamorphose, et plus récemment à des ouvrages qui ont fait date et qui ont pour thématique justement celle qui va être évoquée dans ce livre, à savoir le célèbre roman de Virginia Woolf, Orlando, et d'autre part le roman de l'écrivaine belge et psychanalyste Jacqueline Hartmann, intitulé évidemment en référence au roman de Virginia Woolf, Orlanda. Cette thématique de la métamorphose, on la retrouve bien entendu chez le plus grand des auteurs allemands, Goethe, lorsqu'il écrit son Faust. Alors, première question, Sophie, que je vais te poser, porte sur la thématique du livre. Je voudrais savoir si, lorsque tu as écrit ce livre, est-ce que tu l'as écrit parce que cette thématique de la transformation sexuelle, c'est-à-dire la thématique des transgenres, est un problème actuel, un problème de société très urgent, ou bien c'est parce que ça répondait à une nécessité dans ton itinéraire personnel de réflexion ou lié à ton imaginaire personnel. Je voudrais savoir. Mais plutôt ma réponse serait plutôt la deuxième réponse que tu suggères, même si je pense que forcément le fait d'avoir travaillé sur les questions de genre et donc forcément d'avoir aussi lu sur les questions qui touchent au transgenre m'a influencé un petit peu, et je crois que cette thématique peut se retrouver dans le livre évidemment, puisque ce que vivent les transgenres, c'est une transformation radicale, souvent, pas toujours, mais souvent très radicale, d'un sexe à l'autre, et c'est ce que vit le personnage principal. Donc il y a des points communs entre le vécu d'un point de vue sociologique et individuel des individus transgenres et le personnage principal de cet ouvrage, sur le plan biologique évidemment, puisque je décris un peu le vécu, le ressenti de la transformation de cette femme qui devient un homme, sur le plan de l'identité aussi. Donc c'est vraiment beaucoup un livre sur l'identité, comme mon ouvrage précédent, mais on y viendra par la suite. Donc ce flou identitaire aussi, cette transition entre deux identités qui peut être très difficile, très mal vécue. Il y a aussi un autre point commun, mais qui là est quelque chose de c'est un point beaucoup plus universel qui ne touche pas uniquement les transgenres, mais cette question, cette volonté de s'évader par rapport à un corps, mais aussi à une réalité. Donc on peut aussi interpréter le geste de certains transgenres comme une volonté d'évasion, de déni d'une partie de soi, pas forcément de son soi entier, mais d'une partie de soi. Et puis il y a bien entendu la question de la norme, évidemment, qui revient depuis mon ouvrage théorique sur le genre, et qui était déjà très présente dans mon livre. C'était Genre et liberté, le titre. Genre ou liberté. Ou liberté. Puisque justement l'idée, c'est que la norme, sur le masculin ou sur le féminin, tend à s'opposer à la liberté. Et en effet, on retrouve dans ce thème de la transformation d'un sexe à l'autre, en tout cas,
voilà, le passage d'un corps à l'autre, presque, parce que là ça va plus loin que les transgenres, le corps change vraiment radicalement, mais bon, disons d'un sexe à l'autre, on retrouve évidemment cette question de l'interprétation par la société, par les autres, de ce corps. Et cette interprétation est évidemment très fortement influencée par ces normes, par ces fameux stéréotypes de genre. Et bon, ça se passe dans la vie privée du personnage principal, dans sa vie professionnelle, dans sa vie amicale, l'amitié est très importante dans ce livre, dans la séduction, dans la sexualité, etc. En permanence, ce regard extérieur porté sur le corps et sur la sexualité de celui qui, voilà, ou celle qui habite ce corps, est fondamental et est influencé, pas expliqué, mais et justifié plutôt, pardon, par ces stéréotypes sur le féminin, sur le masculin. Donc tout ça s'applique au transgenre. Mais de nouveau, voilà, c'est un message beaucoup plus général. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière, c'est à toi de le dire, puisque c'est toi l'auteur du livre, qu'il s'agit d'un roman alors sociologique, ou qui a, comment dirais-je, un arrière-fond politique. Tu es politologue, mais tu es avant tout, en tant que romancière, une créatrice. Donc c'est quand même avant tout un roman, on est bien d'accord. Mais comme spécialiste, je dirais, de la société contemporaine, vue à travers le prisme et à travers le regard du politique, est-ce qu'on peut faire l'abstraction, comment dirais-je, est-ce que tu as fait l'abstraction de ta formation? Parce que tu es un être total, donc tu es en même temps une romancière et en même temps une politologue. Je pense que dans ce roman-ci, je l'ai fait beaucoup plus facilement que dans le premier roman, à partir du moment où je ne suis pas du tout une spécialiste de la question de la transformation sexuelle. Comme je l'ai dit, j'ai un peu lu sur le sujet comme toute personne qui s'intéresse au genre, mais je ne suis pas du tout aussi spécialiste que sur la question du féminisme, des stéréotypes, etc. Donc je pense que là, l'aspect imagination, création de personnages qui ont une vie propre, qui échappent à leur auteur, qui m'ont échappé, est beaucoup plus... que ces aspects-là sont beaucoup plus présents dans ce roman-là que dans le premier. Donc je ne qualifierais pas ce roman-là, en tout cas c'est pas du tout mon intention, de roman sociologique. Et je pense au contraire que si j'en faisais l'analyse détaillée comme une chercheure, on va dire, ou comme une experte, je trouverais pas mal de tensions, voire peut-être même de contradictions avec ce que j'écris dans mes écrits théoriques. Et en fait, l'une des raisons pour lesquelles j'écris des romans, c'est parce que je pense que c'est une fenêtre de réflexion et d'expérimentation, puisqu'on écrit des romans aussi à cause de ce qu'on vit. Hein. Tout le romancier est un être forcément empathique, sur le plan en tout cas cognitif, etc. Et donc on est imprégné du réel, et tout ça se traduit dans notre roman. C'est de l'analyse, comment dire, de l'analyse intuitive. Et donc je pense que cette fenêtre de réflexion et d'analyse va me permettre d'aller plus loin aussi dans ce chemin parallèle que je continue à poursuivre, qui est le chemin de la réflexion voilà, beaucoup plus théorique et engagée, etc. Mais elles sont séparées pour le moment. Enfin, j'essaie de les séparer. Eh bien, ça m'amène tout de suite à la question suivante. Y a-t-il continuité ou discontinuité par rapport à tes livres précédents, quel que soit leur genre, si je puis dire, sans vouloir faire un jeu de mots ici, leur genre, qu'il s'agisse du genre scientifique ou d'essai, mais enfin l'essai c'est comment dirais-je, un genre particulier qui est une réflexion à partir quand même d'une compétence, d'une expertise, et d'autre part, alors, le roman lui-même. Mais là, je viens d'évoquer un petit peu certains points de rupture ou de différence, mais non, il y a des continuités, ça c'est sûr, sur le thème, hein, genre masculin, genre féminin, etc. Bon, dans ces deux premiers romans, c'est quelque chose de fondamental. Le premier s'intéresse quand même, puisque l'héroïne, le personnage principal est une femme, donc ça s'intéresse beaucoup au vécu de cette femme, sa quête de liberté. Dans le deuxième, c'est une femme qui devient un homme, donc j'essaie de comprendre le vécu d'un homme en particulier. On discutait hors caméra tout à l'heure, est-ce que c'est universalisable? Oui, voilà. Je ne sais pas, je ne pense pas, comme toi, que ça allait forcément. Mais donc, c'est toujours ce rapport du masculin ou du féminin vécu par l'individu face au réel, dans une situation, et ça c'est le cas dans les deux romans, dans laquelle l'individu, enfin le personnage principal n'est pas libre. Donc le thème de la liberté est fondamental, et ce thème précède évidemment mon écriture de roman, puisque voilà, dans le livre Genre ou Liberté, clairement la question de la liberté des femmes est fondamentale. Dans le livre précédent, Pour un individualisme de gauche, que j'aurais voulu intituler autrement, mais c'était en négociation avec la maison d'édition, la question du libéralisme en tant que doctrine qui pense la liberté individuelle est fondamentale.
de façon radicale. Hein. Et dans le premier ouvrage, Oser penser à gauche, l'action de la liberté est fondamentale aussi. Donc voilà, donc je vais de plus en plus dans le micro. Que là, on était vraiment dans l'image de couverture de Oser penser à gauche, c'est qu'on voyait les deux hémisphères dans le cerveau. Oui, c'était intéressant aussi, parce qu'on pouvait dire le côté, oui, au départ, je ne travaillais pas du tout sur le genre à l'époque. Oui, c'est vraiment ça. Pas. Mais c'est vrai que c'était ça avait été choisi par Aden, la maison d'édition, j'aimais beaucoup la couverture. Gilles Martin, mais là c'était... Non, eux, voilà, le but c'était de montrer un cerveau. C'est ça, juste voilà. Penser, mais c'est vrai que... Il y avait les deux parties qui étaient rouges et l'autre qui était blanche. Tout à fait, c'est une très chouette couverture. Ouais. Très chouette. Ah, d'ailleurs, je glisse que cette couverture-ci a été réalisée avec mon aide, puisque j'ai pris la photo, par mon frère Ben Hay. Je vais la montrer un peu plus, oui. Voilà, je voulais juste le mentionner. Et tu peux peut-être commenter. Oui, donc la photo a été prise dans un café à Oxford. C'est l'avantage des petites maisons d'édition. On peut choisir ses couvertures si on le souhaite. Oui. Et donc j'ai pris moi-même la photo et mon frère, qui est un artiste de grande valeur, Ben Hay, l'a transformée. Mais la photo, voilà, est originale. S'il te plaît. Il y a une question que je voudrais te poser à partir de ce qui est écrit, page 49. Avec les hommes, le contact lui semblait reposer, donc ici j'imagine que c'est James qui s'exprime, lui semblait reposer sur des bases franches et claires, mais n'était pas exempt de difficultés non plus. La rivalité était sans doute moins forte, mais les rapports de domination plus marqués. Est-ce que tu pourrais commenter un petit peu Non, mais là, c'est pas de James qu'il s'agit. C'est pas de James. De Barbara, justement. Ah, c'est Barbara, oui. On n'a pas dit que Barbara, il y a Barbara et James qui sont en fait... Je ne dis rien. Mais là, juste peut-être comme pour que les oui, quand même, c'est le même personnage. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est juste le début du livre. Donc, Barbara est une jeune femme un peu en perte de repère qui, à un moment donné, subit, donc, sans le choisir, une transformation due à un geste un peu considéré qu'elle pose. Il y a un tout petit élément de science-fiction là-dedans. Une transformation en homme. Elle se réveille en homme. Et après une petite très courte phase, elle finit par adopter le prénom de James, donc par commencer à assumer son identité masculine, en tout cas son apparence masculine. Et donc elle se fait, au début du livre, elle se fait des réflexions. D'ailleurs, je continue à... Elle est, pardon ? Elle est déjà James. Hein, elle est déjà James, mais elle se fait des réflexions sur la différence entre le ressenti de Barbara. Donc elle se fait des réflexions d'abord en tant que Barbara sur la différence entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle commence à ressentir comme James. Et puis petit à petit, l'identité de James semble prendre le dessus. James commence à aussi faire... Il a le souvenir de ce qu'il vivait en tant que Barbara. Et donc cette réflexion-là, que tu pointes page 49, c'est à un moment donné quand James... réalise que, quand il était femme, son rapport aux hommes était très différent et son rapport aux femmes était très différent. Et donc ta question portait sur la notion de domination, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est le rapport, mais voilà, c'est ce qui est indiqué. La rivalité était sans doute moins forte, mais les rapports de domination plus marqués. Donc, avec les hommes. Voilà, je te laisse le passage. Donc ça, il faut bien préciser que c'est dans le cadre professionnel. Oui, voilà. Et donc, le cadre professionnel est très important. Le cadre professionnel est extrêmement important. Et donc, parce que c'est là que se jouent justement ces rapports de rivalité entre femmes, de domination, et donc, en fait, dans le cadre de la hiérarchie. Et donc, ce dont James se souvient, parce qu'il retourne au même travail, il réalise qu'il n'est pas traité de la même façon, et il se souvient que Barbara vivait très différemment les rapports avec les hommes. Forcément, bon, ça c'est quelque chose d'évident dans la littérature sur le sujet, et dans le vécu de la plupart des femmes, peut-être pas des hommes, c'est qu'il y a des rapports de domination entre hommes et femmes en permanence. Et donc en étant un homme, il se rend compte qu'il vit beaucoup moins ça, donc son rapport aux hommes devient différent, son rapport aux femmes également. Et sur le plan professionnel, donc là j'essaie d'évoquer évidemment l'impact de ces pressions qui sont justifiées par des normes différentes sur le masculin et sur le féminin, l'impact de ces pressions sur les individus employés dans une entreprise. Donc l'aspect social, mais mêlé à une analyse sur le genre est très présent, puisque James peut voir qu'il est sur certains aspects mieux traité, sur d'autres aspects moins bien traité. Donc ce n'est pas... donc de nouveau, je ne confirme pas nécessairement la littérature féministe ou la littérature masculiniste sur le sujet, mais...
Une petite question. Le titre du livre, peut-être ne faut-il pas l'expliciter ici parce qu'on va peut-être dévoiler certaines choses, mais porte-t-il sur la totalité du roman ou sur une phase particulière, le début, la fin Parce qu'au fond, c'est un titre qui est censé recouvrir la totalité, parce que le principe d'un titre à l'origine, c'est de résumer sous une forme emblématique le contenu du livre. Oui, ben ça fait forcément référence au premier personnage qu'on voit seulement dans les premières pages, qui est une femme qui s'appelle Barbara et qui est ambiguë pas au sens de l'ambiguïté sexuelle, qui est une sorte de caractérisation biologique de personne qui aurait les deux organes, etc., mais ambiguë au sens de son identité sociale, puisqu'elle est femme biologiquement, mais elle a certaines attentes qui ne correspondent pas à son sexe, de carrière, etc. Et donc elle est en tension en permanence par rapport aux attentes que la société fait peser sur elle, et par rapport à ce qu'elle voudrait, qui est plus de l'ordre du masculin, si on prend ces normes de façon détachée, un petit peu du réel. Et donc elle est ambiguë par rapport à cela. La transformation qu'elle subit, de façon, comme je le disais, inopinée et non choisie, lui permet d'une certaine façon de sortir de cette ambiguïté. Même si le personnage principal, Barbara, devenue James, vit une phase très difficile de transition, de choix, puisqu'il va devoir choisir aussi. Donc il y a quelque chose que tu n'as pas encore évoqué, mais il y a toute la question de la science, évidemment, puisque c'est quelque chose vers quoi j'aimerais aller, un peu plus de science-fiction, et c'est en germe dans ce livre-là, le rôle des scientifiques, puisque en fait c'est en avalant une pilule que Barbara devient James. Et donc le rôle des scientifiques qui jouent avec la nature, entre guillemets, avec les individus, avec leur vie, qui pourraient un jour vraiment contrôler beaucoup de choses. Et donc il va y avoir cette ambiguïté, va être très forte au départ dans le personnage principal, c'est pour ça que c'est au féminin ambigueux, puisqu'au départ c'est une femme. Peut-être que ça reste toujours une femme, on ne sait pas, je ne vais pas dévoiler l'histoire, il redevient une femme. Mais James traverse la même ambiguïté. L'ambiguïté est permanente dans tout le roman. Mais ça ne conduit jamais à une ambivalence. J'avoue que là, ma connaissance du français n'est pas aussi bonne que la tienne, j'aurais utilisé ça comme un synonyme. Oui, non, mais dans le sens étymologique, ambivalence, ça veut dire qui vaut. Mais ambivalence, c'est ambiguïté. Pas tout à fait. Quelqu'un qui est ambivalent, c'est quelqu'un qui peut jouer les deux rôles de manière... Mais un ambigu aussi. Par exemple, l'ambiguïté sexuelle... Oui, mais de manière indifférenciée. Ah oui. C'est indifférencié, être ambivalent. De la même manière qu'on dit quelqu'un, dans une usine, il doit être polyvalent. Donc il doit pouvoir jouer plusieurs rôles en fonction des situations, des opportunités, des nécessités de l'entreprise. Un ambivalent, c'est quelqu'un qui est capable... Une personne ambiguë, d'une certaine façon également. Peut-être, oui, mais c'est une simple question que je te pose comme ça. La question, c'est comment est-ce que l'on vit et comment les personnages en question vivent cette ambiguïté. Ils la vivent très mal. Donc il y a un besoin de clarification. Donc tout le roman, c'est une quête de liberté, mais aussi d'identité, de clarification. Il y a une volonté de trancher, de sortir de l'ambiguïté, justement. Mais je ne sais pas si il et elle y arrivent. Si tu veux, c'est la différence qu'il y aurait entre un transgenre et un bisexuel. C'est ça que je veux te dire. Parce qu'un bi, ce serait un ambivalent. Tandis qu'un trans, c'est quelqu'un qui passe au-dessus du gay. Oui. C'est une question, voilà. Mais le terme d'ambiguïté, le titre ambigu ne fait pas référence uniquement à l'aspect sexuel. J'ai bien compris. Puisque c'est plus le vécu intérieur. Tout à fait. Puisqu'on passe vraiment d'un corps femme à un corps homme. Donc, et quand on te dit cela, est-ce que l'on pourrait qualifier, comme je l'avais proposé dans l'entretien précédent, on pourrait dire que ce roman est un roman initiatique? Je n'ai pas du tout pensé comme ça. Initiatique, c'est-à-dire on passe par des stades, par des phases, par... Mais initiatique dans le sens pédagogique, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que, même philosophique du terme, pourquoi pas? Moi, je ne l'ai pas du tout pensé comme ça. Ça dépend comment on interprète le terme initiatique. Mais si c'est dans le sens pédagogique, où je voudrais transmettre un message, voire une leçon dans le sens aux personnes, alors là, non, pas du tout. Non, moi je voulais dire sur le plan philosophique, c'est-à-dire que ça peut permettre, le cas échéant, à des lectrices et à des lecteurs de progresser dans leur réflexion sur les rapports entre leur féminité et leur masculinité. C'est ça que je veux dire par exemple. Oui, alors on peut juste dire un roman instructif, mais le terme initiatique... Alors c'est nouveau pédagogique.
Oui, mais instructif, oui, c'est plus... Initiatique me donne l'impression que c'est voilà, que c'est dirigé vers des individus jeunes qui doivent, dans leur vie, passer par des stades, etc. Pour moi, il n'y a pas forcément de message universalisable dans ce que vit le personnage principal. Dans d'autres éléments du livre, par exemple le rapport au marché du travail, qui est présenté comme très dur, le rapport à l'entreprise, à la hiérarchie, etc., qui est aussi présenté comme qui est très mal vécu par les personnages en question, pas uniquement par le personnage principal. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus universalisable. Il y a, je pense, quand même quelque chose de social dans le cadre dans lequel évolue le personnage principal. Oui. Qui est un monde de violence, au fond. Un monde assez violent sur le plan social. Voilà, c'est ça, c'est ça. Peut-on, parce que je sais que tu as un agenda de ministre, on va avancer tout doucement vers la fin, mon avant-dernière question sera la suivante. Y a-t-il ou non évolution dans ton écriture depuis un chapeau rose en arrivant à Ambigu, et peut-être y aura-t-il d'autres étapes par la suite? Est-ce que dans la manière d'écrire, donc la manière aussi de penser, parce que l'écriture, c'est pas seulement le fait d'avoir un beau style, c'est aussi une manière d'amener les choses, voilà, est-ce que tu l'as vécu? Parce qu'on va se situer au niveau du vécu ici, hein, et pas au niveau de l'analyse littéraire, voilà. Est-ce que tu as perçu, est-ce que tu as construit peut-être aussi différemment même tes personnages, est-ce que tu les as construits, est-ce que ton écriture s'en est ressentie dans la construction même du roman? Mais je pense qu'il faudrait demander ça au lecteur, mais je vais te répondre. Mais tout d'abord, est-ce que toi, tu as eu cette impression? Je sais que tu n'as pas encore fini parce qu'on a fait l'interview un peu rapidement. Un peu rapidement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a eu une... Écoute, j'aurais dû reprendre le précédent et en faire une analyse plus sérieuse. Oui, c'est vrai. Personnellement, oui, je pense qu'il y a des différences objectives. Celui-ci est beaucoup plus court, hein. Donc... right to the point, comme diraient les Anglais, même si, voilà, j'explique, l'histoire se déroule quand même à un rythme qui n'est pas effréné, mais donc le roman est plus court. Je pense que je l'ai écrit, si je me souviens bien, je l'ai écrit plus rapidement aussi. Donc ça c'est une différence. Le premier était très long, très pénible. Il paraît que tous les premiers romans sont comme ça. J'ai lu que c'était normal, ça m'a rassuré. C'est comme des accouchements. Sans doute les premiers accouchements sont pires que les seconds et les troisièmes. C'était juste horrible en fait. Je suis très fière de mon premier roman, mais l'écriture n'était pas du tout agréable. Celui-ci a été beaucoup plus vite, donc tout ce qui va vite, selon moi, est très agréable, sauf la vie, elle devrait aller très lentement. Mais toutes les activités qui se font rapidement sont plus agréables, donc j'écris plus vite. Il est plus court, je pense que l'écriture est plus dépouillée, mais ça il faudrait que je demande à des lecteurs de voir. Et donc c'est peut-être plus similaire au type d'écriture que j'ai quand j'écris des essais, parce que je fonctionne de cette façon-là, je pense vraiment à l'histoire, enfin dans un essai c'est différent, à l'argument, au déroulement de l'argumentation et aux faits et aux arguments pour supporter ma vision générale. Ici j'ai vraiment construit l'histoire de façon peut-être claire et nette dès le départ. Alors que le premier roman, j'avais le canevas, mais je l'ai quand même beaucoup changé. Pas réécrit, mais beaucoup changé. Et ici, voilà, j'ai aussi laissé libre... Une autre grosse différence, c'est que j'ai vraiment essayé, parce que c'est ce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire, moi je suis une bonne élève, on m'a dit que pour devenir romancière, il fallait laisser les personnages, pas guider l'auteur, mais s'échapper quand même un peu. Leur tenir la bride, et ça, je pense que j'ai commencé à le faire dans ce roman-ci, parce qu'ils m'ont surpris. Voilà, et mon but, c'est d'aller de plus en plus vers ça, parce que je pense que ça génère beaucoup plus de plaisir pour l'auteur et pour le lecteur. Je voudrais te poser, encore dans ce cadre-là, avant une toute dernière question, tu habites en Angleterre, à Oxford plus précisément, puisque tu es chercheur associé à l'université d'Oxford, donc tu pratiques tout à fait couramment la langue anglaise. Est-ce que ta pratique des romans britanniques ou américains t'influence dans une manière quelconque sur ta propre écriture? Je pose la question parce que quand on lit beaucoup en anglais, voilà, peut-être qu'inévitablement, il y a des structures de phrases, il y a des manières de penser qui doivent, ça fait partie de
de ton personnage aussi. Tu es une belgo-britannique, si je puis dire, peut-être, d'une moi, certaine manière. ça de nouveau, c'est franco-britannique. c'est à mes lecteurs de me le dire. Oui. Personnellement, je pense que j'ai une écriture dépouillée de manière générale. Vrai, pour ceux qui ont lu mes essais, oui. je n'ai pas une écriture fleurie. Oui, dans tes romans aussi, hein, tu n'es oui, pas... mais non, mais je pense que le premier était beaucoup plus fleuri. Et au départ, encore plus qu'à la fin, parce que je l'ai beaucoup coupé. Et donc, ce n'était pas vraiment moi, entre guillemets. Je pense que naturellement, j'ai une écriture assez dépouillée. En anglais, jusqu'à présent, je n'ai pas écrit de fiction. Je n'ai écrit que des écrits académiques ou voilà, vulgarisation, mais théorique et empirique, etc. J'ai l'impression personnellement de penser très différemment en anglais et en français, d'être très différente en anglais et en français, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que les autres me disent. Donc il faudrait demander à des gens qui m'ont lu en anglais et qui m'ont lu en français pour comparer, mais je ne pense pas que... Mes idées sont évidemment les mêmes, mais je ne pense pas qu'il y ait une influence de l'un sur l'autre. Je ne sais pas quelle est l'influence, mais je pense que c'est deux modes d'écriture très différents. Là, Et envisagerais-tu d'écrire un roman en anglais ou des nouvelles, enfin? Oui, là j'ai commencé une histoire, je n'oserais pas appeler ça un roman, parce que je trouve que le saut d'écrire de la fiction dans une langue étrangère est énorme. Ça fait déjà longtemps que j'écris des articles académiques et sociopolitiques, pas pour des revues académiques uniquement en anglais. Donc j'ai ce type de vocabulaire-là sur les thèmes que je maîtrise, Europe, genre, gauche, etc. Et là, j'anticipe un peu sur la fin, parce que je sais que tu voulais évoquer ce point-là. Non, mais justement. J'ai terminé un manuscrit sur la souveraineté européenne, donc ça va s'intituler Pour une Europe souveraine, mais en anglais, For a Sovereign Europe. Et bon, même si je ne suis pas aussi à l'aise qu'en français, c'est comme beaucoup de mes lectures de ce type-là sont en anglais, et comme ma réflexion depuis des années est en anglais, je trouve ça presque plus facile en fait, en anglais. Par contre, quand je me suis dit, allez, maintenant on écrit en anglais un roman, je me suis rendu compte que c'était vraiment autre chose. Et comme je vis ma vie émotionnelle, affective depuis longtemps, depuis déjà pas mal d'années en anglais, je pense que potentiellement ça peut donner quelque chose de très différent, mais il va me falloir du travail d'écriture. Mais l'histoire, oui, elle est presque finie. J'ai une histoire déjà, mais il faut que je l'écrive, que ça devienne un vrai roman. Et donc pour ça, et tu as un sentiment de transformation en cours d'écriture de ces romans, et après avoir écrit un roman, est-ce que tu te dis, est-ce que tu t'es révélé peut-être à toi-même, je ne sais pas, est-ce que tu as le sentiment de... C'est la question du but. Oui, non, d'un cheminement, mais inconscient, hein, c'est pas obligatoirement, sans objectif. Pour moi, rien n'est gratuit et rien ne doit se faire sans objectif. La vie est trop courte. Voilà, d'accord. Et donc, moi, comme on l'avait évoqué dans la dernière interview qu'on avait faite, que gentiment pour laquelle tu m'as invité sur un chapeau rose, je l'ai dit très clairement, moi je suis un être engagé, ça fait partie de moi, mais je pense que ça n'a pas de sens de passer son temps d'ailleurs ni à lire des romans, ni à écrire des romans qui ne transmettent pas un message. Mais pour moi, ça ne passe pas nécessairement par une analyse détaillée de la chose, et puis ensuite un roman en parallèle. Comment dire, il faut juste se laisser imprégner des injustices qui imprègnent la société, des réactions potentielles à ces injustices, les siennes mais celles des autres, et en faire quelque chose, en construire être comme une éponge, hein. Beaucoup d'artistes sont des éponges, et à partir de ce ressenti, produire un produit, comme un artiste va produire une œuvre visuelle, un romancier va essayer de produire une histoire. Mais donc le but, c'est vraiment pas gratuit, j'écrirai pas sur une petite souris qui traverse la rue. Non, mon but, donc par exemple le prochain roman, quand ce sera un roman, pour le moment c'est qu'une histoire, ça touche vraiment très très fort à la question sociale, de nouveau du travail en entreprise. Je vais beaucoup plus vers la science-fiction, qui permet de débloquer le réel, qui permet de penser plein de choses, et j'aimerais arriver à maîtriser cette technique. Et donc il y a vraiment une volonté de comprendre, de faire montre d'empathie par rapport aux gens, à ce qu'ils vivent, et peut-être de trouver des solutions pour ma vie à moi, pour celle des autres, qu'un jour peut-être je théoriserai autrement. Mais je crois, comme je l'avais dit dans l'interview précédente, que la réflexion purement académique, théorique, basée sur de l'analyse empirique est limitée. Moi, je la trouve trop limitée. C'est comme si elle évoluait dans une boîte. On a besoin d'un accès au réel qui soit autre que la quantification, ou que même l'analyse qualitative qu'on connaît en sciences sociales, sciences politiques, ou que l'élaboration, la réflexion spéculative de type philosophique, ou même autre que l'analyse des historiens. On a besoin de l'analyse intuitive qui passe par l'individu et par l'empathie. Et donc je pense vraiment que le roman va m'aider sur ce plan-là, et peut-être peut aider des lecteurs individuels. Et donc voilà, je ne le fais pas juste parce que c'est dur. Pour moi, je n'en tire pas encore
énormément de plaisir. J'aimerais bien que ce soit plus du plaisir, peut-être que ça arrivera un jour, mais pour le moment ça reste encore un travail, voilà. Eh bien, je propose que nous terminions là-dessus. J'aurai encore beaucoup de choses à te poser, beaucoup de choses à te dire, mais je propose que nous le fassions hors caméra parce que ça pourrait nous amener très loin. Encore un grand merci. Je vais montrer à nouveau la couverture de ton roman. Donc, on le trouve relativement facilement. Il faut le commander. Comment ça se passe? Il doit être sur Amazon bientôt, et puis sur tous les sites, hein, Amazon, Fnac, Edilivre évidemment, et en librairie, dans les petites librairies parfois, mais en général la librairie doit le commander. Mais il est sur tous les sites. Voilà, donc je montre à nouveau la couverture qui a été pensée et dessinée, si je peux dire, par ton frère. Non, photographiée et transformée par lui. Comme ça, j'ai les termes précis. Et donc, c'est pencil versus caméra, si je vois bien. Oui. Voilà. Un grand merci. Merci à toi.